Europe 1. Pascal Delator du Pin. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est samedi soir, il est 18h59, vous êtes sur Europe 1. Vous avez fait le bon choix, nous sommes en direct 2 heures pour vivre l'actualité, la décrypter avec les éditorialistes, les journalistes et les invités. On va revenir avec vous ce soir sur cette scène de guerre à Grenoble avec le jet d'une grenade dans un bar. Souvenez-vous de ce que nous disions, c'est du jamais vu. Utilisation d'armes de guerre. On a le sentiment d'ailleurs qu'en France, ces armes de guerre circulent assez facilement. Frédéric Ploquin, journaliste et spécialiste du grand banditisme, sera mon invité à 19h15. On va parler aussi dans un instant de Bruno Retailleau qui dévoile son plan. Il vient de se déclarer candidat à la présidence de LR face à Laurent Wauquiez. Il dévoile son projet à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Nous le détaillerons également. Et on parlera aussi du maire de Saint-Raphaël. Ça va certainement vous faire réagir, en tout cas vous faire parler. Il vient d'instaurer un lever de drapeau et une Marseillaise dans les centres de loisirs pour les vacances de février. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et il est 19h sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delator du Pin. Quel avenir pour la trêve au Proche-Orient? Benyamin Netanyahou entame en ce moment même des consultations après l'ultimatum de Donald Trump au Hamas. Cette semaine, le président américain a promis un véritable enfer à Gaza si tous les otages n'étaient pas libérés. Frédéric Simon sera avec nous en direct de Tel Aviv. L'affaire Betaram est-elle de nature à déstabiliser François Bayrou? Le Premier ministre s'est rendu sur place à Pau. Le chef du gouvernement a répété qu'il n'était pas au courant des violences et des agressions sexuelles. Et puis cette initiative, je vous le disais, du maire de Saint-Raphaël. Il vient d'instaurer le lever de drapeau, une Marseillaise dans les centres de loisirs. Nous l'écouterons dans ce journal. Le temps, quelle est la tendance, cher Anthony Kazmarek? Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Bien demain, un voile de nuages va recouvrir tout le pays, mais le temps sera sec. Et c'est dans le nord et le nord-est que ce voile sera le plus discret. C'est donc là que le soleil brillera le plus, avec des températures toujours aussi contrastées dans l'après-midi. 4 à 11 degrés sur la moitié nord et 12 à 20 dans la moitié sud. Et météo complète à la fin de ce journal. On parlera aussi déjà des avalanches avec vous, Anthony. Oui. Europe 1. Mais on va d'abord en Israël où Benyamin Netanyahou entame, je vous le disais, en ce moment même. Les réunions étaient prévues à 19h. Des consultations sur l'avenir de la trêve après l'ultimatum de Donald Trump au Hamas. Cette semaine, le président américain a promis, je cite, un véritable enfer à Gaza si tous les otages n'étaient pas libérés. Frédéric Simon, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Nouvelle libération ce matin, mais le compte n'y est pas. Que peut décider le Premier ministre israélien ? Difficile à dire à l'heure où nous parlons. Benyamin Netanyahou laisse planer le flou sur ses intentions, un flou destiné à rassurer plusieurs acteurs clés qui ne partagent pas forcément les mêmes visions concernant le maintien du cessez-le-feu. Ce matin, une fois les 3 otages libérés, Benyamin Netanyahou a publié un communiqué dans lequel il remerciait Donald Trump et insisté sur les préparatifs de l'armée en vue d'une éventuelle relance des combats. Nous nous tenons prêts pour la suite, quelles que soient les éventualités. Manière de laisser entendre que tant la reprise des opérations militaires qui est voulue par l'aile droite de sa coalition que l'ouverture de négociations sur la libération de tous les otages, option qui est à la faveur de la majorité des Israéliens, sont toutes les deux des options envisageables. Reste à savoir de quel côté penche Donald Trump et son administration. Les déclarations du président américain sur les portes de l'enfer qui s'ouvriraient à Gaza si tous les otages n'étaient pas libérés et son insistance à envisager la relocalisation de l'ensemble de la population gazaoui pourraient indiquer qu'il verrait d'un bon œil un retour à la guerre contre le Hamas, mais cette option pourrait s'avérer fatale pour les otages encore en détention et l'on sait qu'il est sensible à leur sort. On en saura plus probablement après la visite du secrétaire d'État américain. Marco Rubio est attendu ce soir en Israël. Un entretien avec Benyamin Netanyahou est prévu pour demain. Merci beaucoup Frédéric Simon, direct de Tel Aviv pour Europe 1. La guerre en Ukraine, une réunion de dirigeants européens est prévue lundi à Paris. Emmanuel Macron y convie ses dirigeants au moment où des initiatives diplomatiques de Donald Trump sur l'Ukraine inquiètent ses partenaires. Le président Zelensky appelle aujourd'hui ses alliés européens au sursaut face à la Russie en créant une armée commune. Il est 19h04 et l'actualité en France est dominée aujourd'hui par le déplacement de François Bayrou à Pau dans le cadre de l'affaire d'agression sexuelle à Betaram, du temps où il était ministre de l'Éducation nationale. Le chef du gouvernement a répété qu'il n'était au courant de rien. Il a rencontré un collectif de victimes pendant plusieurs heures tout à l'heure. Arthur Delaborde, cette affaire peut-elle entacher François Bayrou et menacer peut-être son poste ?
Mis sous pression par ses adversaires politiques dans ce dossier, François Bayrou dit avoir eu les mots de la vérité. Lamine Grave, le maire de Pau, apparaît bouleversé par les témoignages de victimes et se défend alors que la gauche l'accuse d'avoir eu connaissance des violences à Bétharram et d'avoir menti sur le sujet, notamment à l'Assemblée nationale. Je n'étais pas au courant. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. François Bayrou dit par ailleurs vouloir apporter des réponses concrètes. Le Premier ministre annonce le détachement de magistrats supplémentaires au sein du parquet de Pau, afin, dit-il, d'aller au bout du travail d'enquête lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant sur cette affaire Bétharram. Jules Torres est arrivé sur ce plateau. Bonsoir Jules. Bonsoir Pascal. Alors vous avez justement en exclusivité une information à nous donner sur François Bayrou qui s'en sort bien dans les sondages. Oui, il est dans une passe un petit peu compliquée avec ses affaires. La France Insoumise et le Nouveau Front Populaire veut obtenir son scalp et sa peau, mais il a réussi à faire passer ce budget et les Français lui accordent ce point-là. Et donc dans le dernier baromètre pour le JDD fait par l'IFOP, François Bayrou, il augmente de 4 points. Alors c'est faible, hein, il est à 38% de satisfait, mais c'est quand même un bon signe pour François Bayrou qui avait commencé comme le Premier ministre le plus impopulaire quand il a débarqué. Bon, c'est toujours mieux qu'Emmanuel Macron qui est à seulement 23% de satisfaction. Voilà donc François Bayrou qui s'en sort bien dans les sondages d'opinion. Il faudra peut-être voir après cette affaire Bétharram. Voilà, parce que là il y a eu seulement quelques jours pour que les Français puissent nous dire si oui ou non il impute cette responsabilité-là à François Bayrou. Il est 19h06 sur Europe 1. Cette affaire à peine croyable dans le Vaucluse. Un dangereux narcotrafiquant devrait bientôt être remis en liberté à cause d'une erreur de procédure. Il a 36 ans, il est connu dans le milieu sous le pseudonyme de Jacques Chirac. Il est soupçonné d'avoir importé en France pour plusieurs dizaines de millions d'euros de cocaïne. Il a été placé en détention provisoire depuis juillet 2023 et il pourrait sortir de prison et comparaître libre à son procès. Pourquoi ? À cause d'une erreur du greffier. C'est une faille judiciaire évidemment exploitée par ses avocats, Nina Pavant. Le mois dernier, le juge des libertés décide de prolonger de 6 mois la détention provisoire du suspect. Mais le dossier de procédure n'est pas à jour. Un détail technique qui permet à ses avocats de faire appel de l'ordonnance et d'obtenir sa remise en liberté sous bracelet électronique. Pour Rudy Mana du syndicat Alliance Police, ce genre d'erreur peut compromettre des mois d'enquête. Quand on est policier, on est bien évidemment dégoûté d'apprendre ce genre de choses. Il faut reconnaître que ces derniers temps, ça arrive de plus en plus. En face, on a des avocats qui sont payés avec l'argent des narcotrafics, qui sont grassement payés pour étudier les dossiers de A à Z. Un très mauvais signal et une erreur qui pourrait presque paraître suspecte, selon l'ancien magistrat Georges Fenech. J'ai dans la tête qu'il y a plusieurs greffiers aujourd'hui qui sont incarcérés pour des faits de corruption. Et je pense que là, il est absolument indispensable qu'il y ait une enquête qui soit faite. Comment c'est possible que face à des individus aussi importants sur le plan de la criminalité organisée, on n'ait pas pris toutes les précautions pour éviter ce genre d'annulation de procédure. Une affaire qui en rappelle une autre. L'année dernière, Aziz Lapoisse, numéro 1 présumé de ce réseau de narcotrafic, avait pu bénéficier d'une remise en liberté grâce à un vice de procédure. Nina Pavant pour Europe 1. Voilà une initiative qui va faire réagir, je vous le disais, et sûrement entraîner des flopées de commentaires sur les réseaux sociaux. En cette première semaine de vacances scolaires, pour la zone de la Côte d'Azur, les enfants des centres de loisirs de Saint-Raphaël dans le Var participent chaque matin à une cérémonie patriotique. C'est le maire qui l'a instauré. Alors au menu, c'est lever de drapeau pour les enfants qui enchaînent la Marseillaise en randonnion. Frédéric Masquelier, le maire LR de Saint-Raphaël. Ça part d'une réflexion, c'est de se dire voilà qu'est-ce qu'en responsabilité on peut faire quand on voit quand même un certain nombre de dérives. Il suffit de suivre l'actualité pour voir qu'on a des jeunes totalement désorientés, qu'on a évidemment des débats sur la question de l'intégration, sur ce qu'est être français. Et il me semble que lorsqu'on est maire, avec des moyens simples à notre disposition, pour donner du sens à tout ça, commencer la journée avec l'hymne national et la levée du drapeau, ça renforce le sentiment d'appartenance. Et d'ailleurs, les enfants sont très fiers de ce sentiment d'appartenance nationale, de participer aussi à quelque chose qui les dépasse, qui est plus grand, c'est-à-dire l'amour de leur pays. Et puis on a aussi des retours extrêmement positifs de la part des parents.
Voilà, c'était le maire LR de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier. Arnaud Benedetti, vous êtes dans ce studio. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous voyais sourire. Je trouve que c'est une saine initiative de la part du maire Frédéric Masquelier, que je connais bien par ailleurs, et qui, je dirais, est quelqu'un qui est très actif et très dynamique dans sa commune. Mais en effet, on est dans une société qui est tellement aujourd'hui parcellisée, balkanisée, archipélisée, que tout ce qui amène à la cohésion, d'une certaine manière, est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens. Et de ce point de vue-là, je trouve que cette initiative, qui certainement fera crier quelques opposants, je veux dire, est une initiative... On va en parler tout à l'heure, là. Je sens que ça va y avoir débat. Quelques opposants, mais je pense que c'est une initiative, en effet, qui va dans le bon sens. Là-dessus, ce sera un débat nord-coréen qu'on aura avec Arnaud Benedetti et même vous, Pascal, mais... Ça devrait être la norme. Oui, Jules Torres. C'est ça. Ça devrait être la norme. Je vous promets un débat animé sur Europe 1. On en reparlera tout à l'heure. On va peut-être parler des vacances, justement. On parlait des vacances scolaires. Soyez vigilants si vous avez la chance. On n'a jamais, la chance de skier à la montagne. Non, nous, on n'a pas de chance. Mais on a la chance d'être sur Europe 1. Et ça, c'est une chance immense. Il y a une avalanche qui a fait un mort et 2 blessés graves en Isère. Les randonneurs de ski faisaient l'ascension des Grands Moulins lorsqu'ils ont été ensevelis sous la neige. Ce nouveau décès porte à 9 le nombre de personnes qui ont péri dans des avalanches dans les Alpes du Nord au cours de ces 3 dernières semaines. Noémie Loisel. Oui, bonsoir Pascal. Il y a eu une première coulée qui a emporté peu avant midi 3 randonneurs à ski dans le massif de Beldonne, sur la commune d'Arvillard, à proximité à un autre groupe de randonneurs donne l'alerte. Oui, il y avait une vigilance avalanche. Le risque d'avalanche était de 3 sur 5 dans le secteur. Les pompiers, les CRS interviennent avec le soutien de 2 hélicoptères, mais une femme de 30 ans est retrouvée morte. 2 hommes d'une 50aine d'années sont grièvement blessés. Il y a eu une seconde avalanche. 2 autres personnes sont décédées sous le col de l'Iseran à Bonneval-sur-Arc. Vers 14h, un groupe de 5 personnes parties en randonnée depuis le domaine skiable de Val d'Isère vers le refuge du Fond des Fours déclenche une plaque de neige. 2 personnes sont ensevelies. Le capitaine Ludovic Saint-Bonnet, commandant de la CRS Alpes, rappelle les risques d'avalanche. Il est important de préparer son itinéraire. Il faut bien étudier le bulletin de risque d'avalanche qui est concerné par le massif que l'on souhaite parcourir, qui en fait va traduire toute l'histoire du manteau neigeux depuis le début de la saison. Les incidences du vent, de la météo, du réchauffement ou du refroidissement des températures et l'existence ou non de sous-couches fragiles persistantes. Aujourd'hui, le risque d'avalanche, je le rappelle, était évalué à 3 sur 5 dans plusieurs massifs de la Savoie. Noémie Loisel en direct avec nous sur Europe 1. Il est 19h11. Le temps, Anthony Kazmarek, un petit mot des avalanches peut-être. Oui, donc toujours risque 3 sur 5 pour la Haute-Savoie et la Savoie qui sont en vigilance jaune avalanche. On reste prudent, la couche de neige est épaisse à haute altitude et les températures sont positives. On a relevé cet après-midi 5 degrés à Tignes, 8 à Villard-d'Arène. Donc évidemment, ce manteau neigeux, il est instable et il commence déjà à fondre puisqu'on avance bien dans la saison. Demain, dimanche, c'est un temps sec qui sera présent sur tout le pays, mais nous aurons un voile de nuages, ce qui veut dire que le ciel ne sera pas tout bleu, tout propre. Ce sera une atmosphère un peu laiteuse, un ciel un peu blanchâtre, sauf entre les Hauts-de-France, la région parisienne, le Grand Est. Dans ces régions du Nord et du Nord-Est, c'est là que le voile sera le plus discret et donc que le soleil brillera le plus. On aura quand même quelques entrées maritimes le matin vers le Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire des nuages apportés par le vent marin, et puis d'autres nuages arriveront dans l'après-midi sur la côte atlantique et ils pourraient éventuellement lâcher 1 ou 2 gouttes en Nouvelle-Aquitaine en soirée. Les températures demain, Pascal, on va continuer avec ce grand écart nord-sud. De bonnes gelées encore au matin et dans l'après-midi, vous n'aurez que 4 degrés à Lille, 7 à Paris et Strasbourg, donc c'est toujours froid pour la saison, 9 à Rennes, mais nous aurons 12 à 20 degrés dans la moitié sud, 13 degrés à Clermont-Ferrand, 14 à Nice et à Marseille, 18 à Bordeaux et Toulouse et 20 degrés à Auch et à Tarbes. Ça sent le printemps quand même dans le sud-ouest. Et il arrive quand, un peu plus au nord, le printemps? Mercredi et jeudi, nous aurons 15 à 17 degrés sur la moitié nord, figurez-vous, et du soleil. Oh là là, on a hâte. Dans un instant, Frédéric Ploquin, journaliste, spécialiste du grand banditisme, auteur de l'ouvrage Confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC, est avec nous. On va revenir, j'avais des questions à lui poser à propos de cette grenade qui a été jetée dans un bar à Grenoble. On a quand même franchi une limite, me semble-t-il. D'où viennent ces armes de guerre? On va parler de tout ça avec lui dans un instant.